Et on va essayer de mettre la transcription en français, sinon c'est tac. Hello Teddy, comment ça va? Bonjour messieurs. Bon, Bonjour Teddy. j'ai pensé après qu'on était en pleine période de vacances. Et ça m'était pas forcément venu à l'idée il y a un mois quand on l'a organisé. Ah, mais il y a plus qu'une zone en vacances là, non, peut-être 2 encore? Bah écoute, à moins la région parisienne qui a débuté la semaine dernière de mémoire. Ouais, donc il doit y avoir encore 2 zones alors, ouais. Et puis nous qui sommes également encore en congé jusqu'à la fin de la semaine. Ah, il doit y avoir, Paris et Marseille en même temps cette année, ouais. Et Strasbourg. Et Strasbourg aussi? Strasbourg. Ouais, pardon, je prends les grandes zones après, c'est pareil, moi je suis Ah merci. Il y a pas Grenoble? Écoute, on va se laisser 2-3 minutes le temps que quelques personnes arrivent. Les plus courageux. Hello messieurs! Salut tout le monde. Bonjour. On attend juste quelques minutes que les personnes qui n'ont pas forcément terminé de déjeuner ou qui sont au dessert puissent nous rejoindre. Tu as eu le temps de déjeuner quand même, Fred? Oui, j'ai juste pas Ouais. eu le temps de me déguiser, mais Tu es j'ai déguisé. bah, c'est quand même parce qu'il y a les enfants qui m'ont dit: «Si, vas-y déguise-toi». Je fais: «Bah, voilà, j'ai pas eu le temps». Je fais ça, Personnellement, ça m'aurait pas dérangé, donc si tu veux, on prend 2 minutes, hein? Tout le monde s'arrête, tu vas chercher ton masque. non, c'était une perruque de licorne. Je rigole. Bon, perso, j'ai pas encore eu l'occasion de terminer, le livre. Comme je t'ai expliqué la dernière fois, je lis en général uniquement quand je vais en région parisienne dans les transports. Et comme, c'est vrai que j'y vais un peu moins en ce moment, je lis un peu moins. Je comprends. Bah, c'est pareil, je lis tu raison, moi aussi je lis moins. D'habitude, c'est dans le train et là, je lis moins. Désolé, j'ai buggé, j'ai vu un chat sur la terrasse. Il faut que je vous prenne une photo du truc, c'est énorme. Là, c'est ça l'Azurex, tu vois? C'est qu'il y a pas de planning, on fait ce qu'on veut et comme on veut et ça, c'est top. On a jusqu'à quelle heure? Hello! Hello Ludovic! Ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Bah, écoute, impec. On n'attendait plus que toi, on est parti, voilà, tu Ah, vois? c'est sympa. Ah, c'est énorme, hein, c'est vraiment bien, hein. On est bien C'est organisé. magnifique. Bon, bah, allez, je vous propose de commencer. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu un tour sur l'intelligence artificielle et dans notre écosystème, à savoir Azure, pour ceux qui font pas forcément de l'Azure, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, ne font pas forcément d'Azure ou, ne sont pas forcément familiers avec, les services, de cloud computing potentiellement. Donc aujourd'hui, nous accueillons et je suis très content, d'accueillir, Fred qui va nous parler d'intelligence artificielle. Et comme vous pouvez le voir derrière lui, hop, et que vous pouvez également voir devant vous, il y aura un petit quiz à la fin, du talk et puis, 2 personnes qui répondront correctement aux questions gagneront un exemplaire de ce livre. Voilà. Donc Fred, la piste est à toi. Tu n'as pas ta perruque licorne, mais écoute, on fera sans. Non, c'est grave. Ouais et les intelligences artificielles n'ont pas le droit de répondre aux questions, j'imagine? Allez. Non, bon, OK, très bien. Bon, bonjour tout le monde. On va démarrer du coup. Alors, je vais partager quand même mon écran.
J'ai prévu une présentation. En fait, on peut le faire aussi sous forme de questions, mais on va commencer par une petite présentation. Et hop, voilà. Et ensuite, démonstration et puis questions-réponses. Et même pendant le fil de la discussion, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, je suis preneur. Alors, j'ai appelé ça, c'est moi qui ai inventé le titre, j'ai pas demandé à une IA de le faire, hein, c'est pour ça que le titre est quand même relativement basique. Un peu d'intelligence dans nos applications. Donc, je suis Fred Vicker, moi je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft, dans une équipe qui s'appelle Digital Application et Innovation. C'est pour ça que le titre, c'est un peu d'intelligence dans nos applications. Et mon rôle, c'est d'accompagner nos clients sur la mise en place d'architectures, on va dire plutôt d'applications, qui auraient des architectures sur Azure et orientées plateforme, donc PaaS, serverless, event-driven, etc., enfin architecture, etc. Il se trouve que dans une autre vie, il y a peu, j'ai fait pas mal d'intelligence artificielle aussi au sein d'MS ou à l'époque, il y a quelques mois encore avec ma structure. D'où le livre qui s'appelle Tout le monde peut. Comment il s'appelle déjà? Voilà, Tout le monde peut avoir la chance de comprendre l'intelligence artificielle. Trop de mémoire. Et voilà pourquoi je vais parler, moi, de ce sujet et d'application. Donc, ce dont je ne vais pas parler en revanche, donc, même si Arnaud a précisé qu'on va parler d'IA dans Azure, je m'adresse habituellement soit à des métiers, soit à des développeurs. Donc, je parle plutôt de comment un développeur ou comment les métiers peuvent utiliser l'intelligence artificielle au quotidien ou dans leurs applications. Donc, je ne m'adresse pas essentiellement aux data scientists. Donc, s'il y a des data scientists dans la salle, je peux parler du machine learning, mais c'est pas le sujet du talk là. On va essayer de voir un petit peu, on va monter un petit peu d'un cran. Et évidemment, je vais rester sur l'actualité, puisqu'on va parler de ChatGPT, d'OpenAI, etc., puisque ça fait partie d'Azure. La presse que j'enverrai, vous avez mon lien LinkedIn, enfin vous retrouvez par mon nom, et puis j'ai créé une petite chaîne pour l'instant avec une vidéo dessus sur YouTube et qui va être alimentée au fil de l'eau de différents sujets, donc qui sont l'application et l'intelligence artificielle. Alors, je commence souvent mes présentations, et d'ailleurs mon livre aussi, d'ailleurs, sur le pourquoi, avant d'attaquer directement sur il faut qu'on fasse ça, comme ça, comme ça. J'ai le triptyque pourquoi, comment, avec quoi. Donc, le pourquoi, je vais revenir un petit peu aux bases rapidement. J'ai pas le chat en visu, donc n'hésitez pas, hein, Arnaud ou d'autres, à me Pas de souci. appeler si besoin. Je ne l'ai pas mis sur l'autre écran. Donc, le pourquoi, c'est aujourd'hui, en fait, si je fais une espèce de parallèle, de comparaison entre l'humain et la machine, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle, c'est souvent le parallèle qu'on va faire. Nous, humains, on a des interactions entre nous. Généralement, ces interactions, elles sont comme là, avec la voix. Elles peuvent être avec du texte, comme dans un livre. Elles peuvent être avec des images, comme dans une image. Ou elles peuvent être le tout, comme dans une vidéo. Donc, on interagit essentiellement comme ça. La voix, l'image et notre langage pour comprendre et le langage et apporter des précisions à ce qu'on souhaite. À l'inverse, une machine, pour communiquer avec une machine, on a besoin d'une souris, un clavier, un tactile. Voilà. Alors ça commence, hein, moi j'ai plein d'Alexa à la maison, ok, on commence à manipuler un petit peu la voix, mais c'est vraiment assez timide. En tout cas, c'est déjà une belle approche de fonctionner comme ça. Et vous avez peut-être vu des projets sur reconnaître la langue des signes, un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, on verra que ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une espèce de paradoxe, hein. On a, nous, une manière de communiquer, alors que les machines, c'est totalement différent. Et on a dû s'adapter, nous, humains, à la manière d'utiliser les machines. Je me souviens, alors j'ai un âge certain, on va dire, mais en cours, nous, on avait des cours de dactylo. En fait, c'est-à-dire, c'est des machines à écrire. Vous situez un peu mon âge. Et on apprenait à taper au clavier. Donc c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter à des outils, alors qu'au quotidien, ce n'est pas le cas. Et puis il y a un autre paradigme que j'aime beaucoup, c'est les types de données. Donc nous, humains, on travaille avec des données non structurées. Je l'ai dit, hein, la voix, l'image, le langage, la vidéo, c'est des données qui sont non structurées. Pour nous, humains, elles paraissent structurées, mais elles ne le sont pas en vrai. Pour des machines, les machines, elles ont besoin de données structurées comme des tableaux, enfin une structure, hein, tableaux. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple de données structurées du JSON pour les plus techniques d'entre nous ici, c'est des objets structurés d'une certaine manière, de l'XML c'est structuré, des tableaux, enfin voilà, etc., etc. Donc c'est encore une fois un paradoxe.
Et pourtant, on veut améliorer l'expérience de nos applications sans compromettre le niveau de fonctionnalité. On veut même en rajouter et on veut apporter encore de la valeur ajoutée à nos applications. Et pourtant, on a ces deux paradoxes. Donc, comment on peut résoudre ce problème? C'est d'abord en fluidifiant les échanges entre les hommes et les machines, c'est-à-dire est-ce que je ne peux pas tout simplement parler à une machine et qui pourrait me répondre, ou est-ce qu'elle ne peut pas comprendre tout simplement ce que je lui montre et pourrait répondre, etc. C'est d'accompagner l'humain. La machine doit accompagner l'humain, et pas forcément l'humain doit accompagner la machine, doit accompagner l'humain dans ses tâches les plus, on va dire, rabarbatifs, les trucs qu'on fait tout le temps. Je prendrai un exemple. Exchange, ça paraît bizarre comme exemple, mais c'est tellement devenu mainstream qu'en fait, on se pose plus trop la question d'avoir une messagerie en ligne plutôt que d'installer un Exchange là-dessus, enfin on-prem, pardon, sauf cas particulier, bien évidemment. Donc c'est devenu une espèce de tuyauterie. Ok. Voilà. Et puis la téléphonie, on voit bien que ça devient aussi une espèce de tuyauterie. Donc là, on a la techno qui nous accompagne pour enlever toutes les tâches qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée. Et on va nous utiliser ou faire des tâches à valeur ajoutée parce qu'on va laisser les machines traiter le plus de choses possible. Donc fluidifier, accompagner et traiter. Donc on veut fluidifier l'info, on veut être accompagné et on veut que ça puisse traiter le plus d'infos possible. Et comment on le fait aujourd'hui? Il y a différentes manières, mais il y en a une qui est notre sujet, c'est l'intelligence artificielle. Et du coup, pour tout le monde, vous l'avez compris. Alors pourquoi l'intelligence artificielle? Je ne fais pas 15 000 pourquoi dans ma presse, je vous rassure, mais souvent, on me pose la question, oui, mais pourquoi on ne ferait pas tout simplement du code si telle propriété égale à telle valeur, alors je fais telle action, et ça, je le fais tant de fois, enfin des boucles, etc. Si on ne fait pas des algorithmes classiques. Parce que si je dois, par exemple, faire un gâteau, c'est assez simple pour moi de mettre le processus sur papier et après, pourquoi pas le traduire en JavaScript, en C#, peu importe. Le processus est assez simple à décrire parce que je connais les étapes, je sais les décrire. Et puis de temps en temps, il y a des étapes que je ne sais pas décrire. Je vais prendre un exemple. Si je vous demande, même si vous n'êtes pas développeur, vous faites tous des algorithmes tous les jours, en traversant la route, en faisant un gâteau, à chaque fois. À chaque fois que vous prenez une décision, vous faites un algorithme. Donc imaginez, vous êtes devant une question que je vous pose, je vous donne une photo avec un visage sur la photo, et je vous demande de créer, d'imaginer, même si c'est une expérience de pensée, un algorithme, donc si vous voulez, des étapes qui vont vous permettre d'encadrer le visage. Donc la question, c'est quoi un visage? Donc si on prend une photo, il y a une photo, c'est des pixels, mais il y a plein d'infos dans une photo, même sans aller jusqu'aux données techniques, il y a plein d'infos. Il peut y avoir un visage, il peut y avoir un chapeau sur la photo, une perruque de licorne, Arnaud. Il peut y avoir un fond, il peut y avoir, là j'ai un Impala empaillé en papier à côté, donc qui fait du bruit sur l'image. Donc comment je ressors de toute cette image juste un visage? Donc la question qu'est-ce qu'un visage, elle n'est pas si anodine parce que c'est très difficile de dire ce qui est important dans un visage. Est-ce qu'il faut 2 yeux? Est-ce qu'il faut tel espace? Est-ce que les oreilles sont importants? Est-ce qu'il faut des cheveux? Etc., etc. Et puis la deuxième question qu'on pourrait poser après, si je voudrais encadrer les hommes d'une certaine manière et les femmes d'une autre manière, c'est quoi le visage d'un homme? C'est quoi le visage d'une femme? Surtout en ce moment où le genre fait débat. Donc c'est pas si simple. Et la réponse se trouve souvent dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que comment vous savez, vous, je pose plein de questions, mais j'attends pas forcément les réponses, qu'une banane, c'est une banane, qu'un hélicoptère, c'est un hélicoptère et qu'un tracteur, c'est un tracteur? Bah, on le sait, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, on m'a montré des livres avec les fruits, par exemple. C'est une banane, c'est une pêche, c'est une poire. Ah, ça commence à être plus compliqué d'ailleurs. Pêche, poire, orange, mandarine, clémentine. Et puis un jour, on m'a montré un livre avec un petit pain au chocolat. Et à côté, une chocolatine. Non, c'est pour la blague, ça. Ouais, Frédéric va savoir de quoi je parle. Mais du coup, on nous a montré une image, on nous a dit ça, c'est un tracteur, ça, c'est un hélicoptère, ça, c'est une voiture, ça, c'est une moto. Une seule image suffit globalement pour qu'on comprenne. On fait pareil avec l'intelligence artificielle. On va lui donner plein d'images, par contre, pas une seule, mais beaucoup. Et on va lui dire là-dessus, tu as un visage. Là-dessus, tu n'en as pas, là-dessus, tu as un visage, et je te montre où est le visage. Et l'intelligence artificielle va apprendre à créer un modèle, en fait, elle va créer un modèle pour comprendre ce que c'est un visage dans une photo. Alors comprendre, c'est pas le bon terme, plutôt pour identifier où est le visage dans une photo. Elle comprend pas trop ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'intelligence artificielle. Voilà, j'ai posé. En fait, si je peux poser une petite question,
l'intelligence artificielle, c'est comme un enfant, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre ou lui donner de la donnée pour qu'elle puisse, elle, acquérir un mécanisme et prendre une décision à la fin. Donc c'est pas quelque chose qui vient comme ça, de but en blanc, et qui sait tout, d'avance. Il y a vraiment derrière des Ouais, notions d'apprentissage, comme tout à fait. on pourrait l'avoir avec un enfant, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a pas de magie particulière, hein, il n'y a pas de prédiction à la boule cristal de Madame Irma. Ça apprend. Alors, il y a deux manières de faire, hein. Soit tu lui donnes un gros jeu de données pour lui apprendre et faire créer un modèle sur ce jeu de données-là. Soit tu lui donnes peu de jeux de données, mais tu donnes l'environnement dans lequel il doit évoluer et tu lui dis si ses actions sont bien ou pas. C'est-à-dire que tu lui donnes des bons points ou des mauvais points. Ça s'appelle l'algorithme par renforcement. Et celui-ci n'a pas besoin d'énormément de données en entrée, sauf si tu veux simuler le monde, bien sûr. Et du coup, lui, il va apprendre par des suites de réussite et d'échecs. Plutôt d'échecs, d'échecs, échecs et réussite. Hop. Échec, échec, réussite. Comme nous quand on apprend à marcher. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc ça n'empêche pas ces systèmes-là de se dire à un moment donné, elle peut quand même inventer quelque chose. Alors c'est pas ce que je disais il y a quelques temps, quelques années, mais aujourd'hui ça n'empêche pas, si on regarde un peu le processus de création, de dire aujourd'hui qu'une intelligence artificielle est capable de créer quelque chose. Ça ne l'empêche pas. Elle pourrait créer quelque chose. D'ailleurs, je vous montrerai plein de choses, hein, et vous le savez aujourd'hui sûrement, si vous suivez l'actualité, ça crée des choses. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'elle crée, mais ça crée des choses. Ça crée des tableaux, ça crée de la peinture, ça crée de la musique, ça crée des courts-métrages, ça crée du texte, ça peut créer pas mal de choses. Tu as dit un truc intéressant, Arnaud, c'est la prise de décision. Par contre, ça ne prend pas de décision en tant comme un humain, je dirais un acte d'opération, par exemple, médicale. Voilà, ça va donner un conseil, c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui en tout cas, un diagnostic, c'est à nous de prendre la décision sur ce diagnostic-là. Parce que comme tu l'expliquais, ça sert à accompagner l'humain. L'être humain, enfin l'homme en général, doit s'en servir, en tout cas aujourd'hui, heu, pour en tant que support, quoi. Voilà. Ouais, Il faut pas délaisser complètement, la décision, d'ailleurs, comme tu disais, il y a pas de décision, mais à l'IA. ouais, ça serait bien que ça, enfin, c'est un avis perso, mais on est beaucoup à le partager, en tant qu'humain en tout cas, que ça reste un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est l'humain quand même qui essaye de maîtriser les choses. Et il faut que cet outil, parce que l'IA est un outil, reste un outil. Et moi, je vois beaucoup sur ChatGPT ces derniers temps des différentes tests pour essayer de le faire sortir de ses gonds, lui donner une personnalité qu'il n'a pas, évidemment. Et c'est tout à fait une manière de détourner un outil, peu importe lequel, hein. Là, c'est l'IA, pour lui faire dire ce qu'on a envie qu'il dise, en fait, tout simplement. Donc, je vais prendre un exemple avec ChatGPT. Vous avez peut-être entendu l'actualité. Ça y est, il est parti en vrille. Il sort des trucs colériques, racistes, anti-humains. Mais en fait, il joue un rôle, puisqu'on lui a demandé de jouer ce rôle-là, qui s'appelle DAN, D-A-N, c'est un sigle, je ne sais plus exactement ce que c'est le sigle. Et on lui a demandé de jouer ce rôle, le rôle d'une IA méchante, ou en tout cas qui aimerait surpasser l'humain. Et du coup, elle joue ce rôle-là dans les réponses qu'elle va donner. Donc c'est un peu biaisé. Alors c'est pour ça que je dis que ça peut créer des choses, mais c'est nous qui lui demandons de se comporter de cette manière-là. Donc c'est facile après de dire que l'IA, elle sort de ses gonds. Alors, petit rappel quand même, l'IA, ça existe depuis 1955, en tout cas les termes. Et ensuite, on a différentes techniques qui permettent d'améliorer les principes d'intelligence artificielle de 1955 qui sont venus au fil du temps, hein. Donc, on en a en 97 sur ce qu'on appelait le machine learning. Ensuite, des modèles encore plus précis, qui sont plus gourmands et en mémoire, en images, si c'est de l'image, ou en tout cas en données et en traitement, c'est le deep learning. Je fais très rapide, hein. Et dans le deep learning, il y a plein de manières, hein. Vous savez, le deep learning, c'est les réseaux profonds. Il y en a qui permettent de reconnaître des images, enfin des objets dans des images, il y en a qui permettent de reconnaître des verbes dans des phrases, il y en a qui permettent de créer des mots l'un à la suite de l'autre, il y en a qui permettent je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre encore comme exemple, il y en a une foultitude de reconnaître des chiffres uniquement dans des images, il y en a qui permettent de transformer de la voix en texte ou de le texte en voix, etc. Ça, c'est le deep learning. Donc Et depuis, si je résume, c'est comme un algorithme, tu n'as pas un deep learning, tu as plusieurs ouais, versions, alors peut-être pas versions, mais en tout cas plusieurs, types de deep learning différents pour un besoin spécifique. ouais, tu as plusieurs architectures. D'ailleurs, moi, le machine learning, je l'utilise sur le terme, sur des données plutôt structurées. Quand tu as un tableau, que tu veux faire une prédiction de chiffres,
une prédiction de vente, par exemple, une prédiction de combien de clients vont arriver, combien j'aurai de personnes à l'accueil, et ainsi de suite. Et le deep learning, j'utilise plus sur des données non structurées, la voix, l'image ou autre. Et là, tu as des architectures de réseaux de neurones spécifiques pour chaque grand type. Et un des grands types actuellement, c'est les IA génératives, celles qui créent du contenu, qui créent du texte, qui créent de l'image, qui créent du son. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le buzz. On parle quasi que de ça. Il y a quelques temps, donc moi j'ai sorti le livre, je ne sais plus quand, l'année dernière, je crois, mais quand j'ai créé ma boîte en 2018, je suis revenu chez Microsoft là récemment en septembre. C'était vraiment, on était au début des IA génératives. Euh, voilà, il y avait quand même quelques architectures qui commençaient à fonctionner, mais pas aussi performantes qu'aujourd'hui, bien évidemment. Et j'ai vu là, en 4-5 ans, au fil de l'eau, arriver des trucs incroyables, avant ChatGPT même. Hein. ChatGPT, c'est une super réussite marketing et de buzz. Et je dis pas, hein, ça marche super bien, on va le voir. Mais il y avait déjà plein de trucs intéressants qui se passaient avant. Moi, j'ai vu des courts-métrages créés par une IA. Ça n'a pas fait le buzz, mais ça marchait très bien. Les IA qui génèrent, vous savez, les claviers, bah, c'est des IA génératives, même si elles sont de première génération, assez simples, pas aussi douées que ChatGPT, mais ça fonctionne depuis quand même quelques années. Donc là, c'est marqué 2021, je pense que c'est un peu plus déjà avant. Alors, ça permet de remplacer ou de simuler des fonctions cognitives. La vision, donc comprendre ce qu'il y a dans des images, faire une description, des mots-clés, voilà, vraiment comprendre. La voix, transformer de la voix en texte, du texte en voix. Et enfin, le langage, comprendre le texte, ou même plutôt que la voix, hein, comprendre dans une phrase, il y a tel verbe, tel sujet, telle entité de type lieu, date, personnage célèbre, etc. Donc là, c'est le langage. Ou alors, tout simplement, résumer un texte, répondre à des questions par rapport à un texte. Donc toute la partie traitement de ce langage-là. Nous, chez Microsoft, on a séparé, il y en a d'autres hein, encore, hein, je n'ai pas tout mis, mais on a séparé comme ça ces grandes fonctions cognitives en services qu'on appelle les Azure Cognitive Services. Et ces services-là sont hyper simples à utiliser pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais une presse plutôt pas pour les data scientists, mais plus pour les développeurs ou les end-users, puisque chaque personne, chaque développeur peut accéder à ces services. Ce sont des modèles déjà entraînés qui permettent de faire de la vision par ordinateur, qui permettent de faire du speech service, donc du texte en voix, de la voix en texte, par exemple, hein, ou reconnaître des speakers, etc. Et puis le langage, pour traduire, pour comprendre, pour comprendre l'intention et faire des actions derrière. Tout développeur, peu importe dans quel langage vous développez, serait capable de l'utiliser parce que c'est juste des API. Certaines de ces API, ou toutes ces API se fournissent soit directement en REST, donc là c'est un peu plus technique hein, pour ces gens plus techniques ici, soit fournies par un SDK, donc en C#, en Java, en JavaScript, que ce soit front ou back d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Python par exemple. Et puis la majorité de ces services, pas tous, cognitifs, peuvent être mis dans un conteneur. Alors, conteneur Docker, ça veut dire que soit vous le laissez dans le cloud, ce service. Donc, par exemple, si vous voulez une caméra qui reconnaît des visages sur une photo ou une vidéo, ou qui reconnaît si c'est votre chat qui passe dans votre maison ou un voleur, vous pouvez prendre ce modèle de reconnaissance, le mettre dans un conteneur chez vous et faire tourner ça dans une caméra. Okay, un conteneur Docker. Alors, ils ne sont pas tous les services disponibles sous cette forme-là, mais on peut le faire. Donc, il faut quand même être connecté sur Internet. Parce que de temps en temps, il faut quand même envoyer un signal qui dit je l'ai utilisé une fois, deux fois, trois fois, 10 000 fois, etc. Parce que c'est facturé, évidemment. Donc il faut qu'on sache combien de fois vous l'utilisez pour qu'on puisse vous facturer. Alors je vous ferai une démo tout à l'heure, mais j'aimerais vous parler aussi d'Azure OpenAI. Ou je vous fais une démo d'abord. Allez, je vous fais une démo d'abord, comme ça coupe un peu le rythme. Enfin, ça change un peu le rythme. Et sauf si tout le monde dans la salle me dit non, on maîtrise, on connaît, c'est pas la peine. N'hésitez pas, c'est le moment où il faut vous manifester. Alors les démos, elles seront, je vous promets, pas trop techniques, pas de code. Si vous voulez, en revanche, on peut aller dans le deep dive sans problème, mais l'idée, c'est vraiment de prendre la main là-dessus. Chaque service cognitif donc, sont disponibles sur le portail Azure. Hein, vous pouvez l'utiliser. Il y a même des tiers gratuits, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant toute la vie. Hein, c'est juste que c'est limité en nombre d'accès par minute ou par mois. Et c'est rangé par ces grandes fonctions cognitives. Donc si je prends Vision, je vais avoir toutes les API qui permettent de reconnaître des éléments dans des images. Si je veux reconnaître un moteur Renault d'un moteur, je sais pas moi, Ferrari ou un moteur Peugeot, parce que pour la computer vision, un moteur, c'est un moteur, vous avez le custom et vous donnez des photos
ou même de type de voiture. Vous donnez des photos de voitures 3008, et puis 5008, et puis 308 si je reste sur Peugeot, 208, etc. Vous donnez plein de photos. Plein, ça veut dire qu'il en faut au moins 10 par tag. Et à partir de là, il est capable de créer un modèle personnalisé pour vous qui pourra reconnaître la marque du véhicule, Peugeot, là, enfin le modèle plutôt de véhicule. C'est un scénario qu'on utilise beaucoup avec des clients moi je travaille essentiellement dans le retail. Quand on veut compter le nombre de marchandises qui sont dans les magasins, soit en tête de gondole ou pas, donc vous voulez compter combien il y a je sais pas, de chaussures de telle marque versus chaussures d'une autre marque, sans citer d'autres marques à chaque fois. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser pour savoir si une vitrine elle est bien agencée ou pas. Vous voulez compter le nombre de poissons dans un aquarium, c'est possible aussi. Vous voulez faire un Shifumi avec une IA qui fait l'arbitre, c'est possible. Les étudiants l'ont fait il n'y a pas longtemps, etc. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Reconnaître des fissures dans les voies ferrées, reconnaître s'il y a des trous dans les pipes, dans les tuyaux qui seraient en haut de bâtiments ou sous l'eau, pourquoi pas. Et puis enfin, la dernière, c'est l'API de visage, donc détecter s'il y a un visage ou pas dans une image et identifier des personnes. Celle-ci est soumise à un formulaire soumettre. Il faut attendre ensuite l'acceptation pour avoir accédé à l'API pour des raisons de responsabilité d'éthique. C'est un formulaire à remplir et en fonction de la manière dont vous le remplissez, il peut être rejeté. On a la partie speech, donc transformer de la voix en texte, du texte en voix. Et la partie langage, je vais un peu plus vite, c'est pour comprendre le langage. Celle-ci, je ne vais pas vous faire de démo là-dessus, ou une ou deux, mais parce que je vais plutôt le faire avec ChatGPT. Alors, chaque édition, là, enfin chaque service, est fourni avec un studio, que vous voyez en haut, Vision Studio, Speech Studio, Langage Studio. Donc je peux aller dans Vision Studio pour tester l'API. Donc si je veux faire extraire du texte dans une image, je prends, je sais plus ce que j'ai sur Tony, voilà, je prends ce texte-là et puis hop, ça va me générer. Donc c'est une API, donc on lui envoie l'image et ça génère le texte et vous le récupérez en format JSON. Donc en JSON, vous récupérez le texte, là par exemple nutrition, avec un score de confiance, donc il est sûr qu'il y a le mot nutrition, il est sûr à 95%, et où se situe le mot nutrition. Donc vous avez le rectangle avec les coordonnées du rectangle pour refaire ça, le petit rectangle qu'il y a ici pour le nutrition. Voilà. Donc potentiellement, ce sont le genre de services qui sont utilisés pour faire de l'OCR, par exemple, pour matérialiser une facture, alors peut-être pas manuscrite, enfin si, même manuscrite potentiellement, et la retranscrire en format de données, que tu aurais défini en sortie. Bien sûr, ouais. Si tu prends, alors je sais pas ce que j'ai, est-ce que j'ai une image là? Est-ce que c'est ça? Alors on va prendre un autre. Ouais, voilà, tu vois, j'ai des images avec du texte. Et ah tiens, on va prendre mon CV. Comme ça, voilà. Et donc, je vais l'afficher en vue humaine. Et donc, ça va extraire de ce CV, qui est là en format PNG volontairement, qui va extraire tout le texte qui est sur ce CV-là. Et du coup, je peux en faire pas mal de choses. D'ailleurs, je vais juste le copier, ce texte-là. Je sais pas, un bouton copier là-dedans. Ah, bouh! Vous avez le droit de faire bouh. Un mail tout de suite à l'équipe produit. Ouais, carrément. Allez, j'ai quand même réussi, copier. Et je vais juste vous montrer, du coup, je reviendrai sur mais comment je les enchaîne. Sur la partie langage, je vais lui demander d'extraire de l'information de ce texte. Donc des entités nommées, par exemple. Ah, pardon, je me suis trompé. C'est pas les entités nommées. Je vais extraire des. Je suis en train de regarder si je suis pas. Pardon, je suis pas authentifié. Alors, si je suis pas authentifié, je peux pas faire grand chose. Parce que c'était bon lien, mais voilà, je veux extraire de l'info, je veux extraire des entités. C'est en français. Je peux lui laisser détecter la langue. Là, je remets tout le texte. Alors, bon, il n'y a pas de mise en forme du texte, mais. Et j'ai le résultat. Alors, je vais juste lui demander de le trier par niveau de confiance, donc du plus haut au plus bas. Et je vais lui demander de filtrer. Tiens, c'est quoi son email? Hop, et j'ai son email. Ou, tiens, c'est quoi ses compétences? Voilà, et j'ai ses compétences. Alors, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'il y a au-dessus de 80%, parce qu'en dessous, c'est du bruit. Donc, voilà, les compétences techniques. Il a des compétences artificielles, j'aime bien. JavaScript, etc. Et puis, je veux savoir quelle organisation il a pu faire. Donc là, c'est voilà, des entités nommées et on voit les organisations. Donc en sortant, alors ça fait un peu de bruit parce que j'ai pris vraiment le texte de façon très très brute dans l'interface. C'était pas super, mais on voit quand même qu'il est capable de reconnaître un certain nombre
d'entités nommées. Voilà. Que ce soit des noms de personnes, des compétences, des organisations, des adresses, etc. Sur la vision, on ne fait pas juste de l'extraction de texte, hein, ça serait trop simple. On peut aussi détecter évidemment des objets dans une image, comme celle-ci. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisée, celle-ci. Alors, il faut que je m'authentifie. Je pensais l'avoir fait. Bien authentifié. Ah oui, pardon. Dans l'outil de démo, il me dit qu'il faut que je dois être à East US. Évidemment, mon service, il n'est pas sur East US, en fait. Hein. Il est en France, mais enfin, vous avez compris, ou en Europe. Globalement, il va me retourner les différentes images. Enfin, les différents objets sur l'image. Il est aussi capable de faire de la vision spatiale. Vous voulez compter combien il y a de personnes dans une zone. Donc ça va être une petite vidéo. Voilà. Et là, il va compter combien il y a de personnes dans une zone. Voilà, il y a 4 personnes dans la zone orange ici. 3, 2, 3, etc. Donc à la volée. Donc c'est une vidéo, hein, c'est juste des images à la seconde, hein, donc des frames. Et on les envoie et ça compte le nombre d'images. C'est vous qui pouvez positionner où est la zone. Et on peut savoir aussi si les gens sont relativement espacés ou pas, si on est en Covid. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Sur la partie langage, on peut extraire. Donc là, moi, j'ai extrait quelques infos. Je peux extraire les données personnelles. Donc, si je reprends mon texte là-dedans et que il y a des données personnelles qui vont ressortir. Le nom de la personne. Donc, je peux toujours trier par niveau de confiance. Il va y avoir le numéro de téléphone. Si je mets un numéro de sécu, un numéro de carte bleue ou autre, ça va ressortir. Donc, si vous avez besoin dans votre projet de détecter des informations personnelles dans des champs libres, un commentaire, hein, par exemple, vous pouvez l'extraire pour être resté RGPD compliant. Si vous avez une conversation téléphonique et que dans la conversation téléphonique, la personne donne son numéro de carte bleue, ou son numéro de téléphone, ou son adresse mail, ou son nom, ou son adresse postale, c'est une donnée personnelle. Il faut les extraire et pourquoi pas les stocker, dans ce cas-là, de façon anonymisée. C'est ce qu'on pourra faire avec Speech Studio. Donc Speech Studio, on va pouvoir transformer de la voix en texte. Et du coup, quand on a le texte, on va pouvoir utiliser l'autre service langage pour aller extraire les données personnelles. Donc transformer de la voix en texte. Je vais vous donner juste un exemple, ça sur la transcription ici, je sais pas, de l'assurance. Je vais activer juste le son. Je ne vais pas le laisser longtemps. Hello, thank you for calling Contoso. Who am I speaking with today? Hi, my name is Mary Rondo. I'm trying to enroll myself with Contoso. Voilà. Je pense que vous avez entendu le son. Ouais. Ouais, donc on a un audio qui vient d'une conversation téléphonique, hein, comme aujourd'hui c'est souvent le cas, enregistré. Et le service speech va en fait transformer cet audio en texte. Ça, c'est uniquement son boulot. Ok, voilà. Enfin, il y a aussi de l'inverse, hein, transformer le texte en voix. Mais là, on transforme juste la voix en texte. Et ensuite, on appelle langage pour récupérer le sentiment de la phrase, pour récupérer les données personnelles. Donc ici, on voit les noms si on veut ou pas. Hein. Donc ils sont anonymisés. C'est à vous après si vous voulez décider de garder les étoiles ou de virer le nom ou de mettre un nouveau nom. Hein, voilà, François Pignon, partout. Il y en a peut-être un en vrai, il ne faut peut-être pas mettre François Pignon. Le pauvre. Même vous mettez ZZ, c'est bien aussi, Jean-Claude Duss. Donc ça, c'est pratique. Et en plus, vous voyez qu'il y a speaker 1, speaker 2, speaker 1, speaker 2. C'est-à-dire qu'il va reconnaître la voix de la personne et en fonction de la voix, il vous dit que c'est le speaker 1 qui parle ou le speaker 2. Si j'avais enregistré ma propre voix, il mettrait Fred plutôt que speaker 1, bien sûr. Donc on peut aussi enregistrer sa propre voix. Et Langage, en preview, est capable de me faire un petit résumé de la conversation. Mais bon, l'IA qui fait les meilleurs résumés aujourd'hui, c'est quand même ChatGPT, en tout cas par rapport à Langage. Donc ça, c'est en preview. Mais on va faire plutôt ça avec ChatGPT ou l'équivalent de ChatGPT. Voilà sur les 3 services. Il y en a d'autres, des services cognitifs qui sont super intéressants. Je ne vais pas tous les parcourir, mais on a bundleisé les services cognitifs dans des... Je vais revenir sur ma presse. Hop. Après, ouais, je reviens après, pardon. Sur des ensembles de services qui vont utiliser ces services cognitifs, comme par exemple Form Recognizer. Tout à l'heure, Arnaud, tu disais, du coup, on pourrait récupérer des éléments d'une facture, par exemple, en utilisant l'OCR. En fait,
l'OCR, ça fonctionne sur des images, mais si tu reçois ta facture en PDF, ça va pas marcher, parce qu'il attend une image en entrée. Alors que Form Recognizer, lui, il attend un PDF en entrée. Je crois qu'on peut même peut-être essayer de le faire avec une image, je ne sais plus. Et quand tu utilises Form Recognizer, donc tu as aussi un studio. Et ce studio, donc si je tape Form Recognizer Studio, bah voilà. Tu peux aller prendre un PDF et lui demander de lire le PDF. Par exemple, là, il y a un PDF, je l'analyse et je vais avoir tout le texte qui est sorti du PDF. De façon non structurée. Alors, non structurée, on s'entend bien, hein, paragraphe par paragraphe, ce n'est pas vraiment une structure qu'on attend. Par contre, si j'ai une facture, elle est structurée, cette facture. Donc, si tu viens avec ta propre facture, tu peux là, je vais juste l'analyser, et là, on aura une donnée déjà structurée, l'adresse du client, je sais pas moi, le montant hors taxe, le montant de la TVA et le TTC, le l'IBAN, enfin tout ce que tu peux ressortir d'une facture. Et si, tu vois ici, tu as le montant, hein, hop, $610, on a l'adresse, donc c'est bien typé cette fois-ci, hein. Et le contenu, il est sous forme alors, de JSON, de tableau. Ah, si on prend le résultat en JSON, on a tout en JSON, donc c'est structuré. Pardon, c'est structuré. Ça, alors si vous avez vos propres factures, vos propres bons de commande, votre propre formulaire, je sais pas, les cartes d'identité nationale française par exemple, c'est très particulier une CNI, recto verso ou les nouvelles, vous pouvez apprendre à ce système-là. Donc là, vous lui donnez 5 fois votre formulaire et vous lui dites, voilà, je veux entraîner, je veux cette zone-là, c'est le logo, enfin la marque. Cette zone-là, c'est le nom du client, etc. Et vous typez avec vos propres données, votre propre type, les factures, les bons de commande, comme j'ai dit, ou toute autre de données qui doit être restructurée. Et du coup, si vous l'attachez à un mail, dès qu'un mail arrive avec des PDF, on peut s'amuser du coup à restructurer ça. Je le fais pour des fiches d'évaluation de formation, par exemple, quand c'est encore papier, pour récupérer le contenu de la fiche d'évaluation de formation jusqu'au texte libre, qui pourrait être qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans la formation, à qui je conseille cette formation, etc. Form Organizer, que j'aime beaucoup sur les Apply Services. Et il y en a, vous pouvez vous amuser avec certains. Hein. Donc, vous avez Vidéo Indexeur, et je vous fais une démo avec ça. Et puis, la lecture immersive pour les personnes qui ont du mal à lire, notamment les personnes qui sont susceptibles de faire de la dyslexie. Et ça, c'est intégré aujourd'hui à Word. Je ne vais pas tout détailler, sinon on va déborder, mais je vous fais une petite vidéo, enfin une petite démo de Vidéo Indexeur. Je l'ai fait tout à l'heure. J'espère que tu m'en voudras pas, Arnaud. J'ai Non. pris alors, en fait, je suis allé sur le site Unagro, GrowUna. Je suis allé et je voulais chercher du texte, tu vois, un article ou autre. Et tu as la bonne idée de faire toutes les nouveautés Azure sous forme de vidéo. Je dis la bonne idée. Non, en fait, c'est presque ironique parce que j'adore le format, mais j'étais bloqué. Je me disais, mince, je cherchais du texte pour faire un résumé des annonces et je l'avais pas. Avec moi, c'est pas grave. Que nenni. Donc, je prends Vidéo Indexeur. Donc, j'ai pris Vidéo Indexeur. Alors, je vais essayer de prendre le bon. Alors, ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà, le bon navigateur. Donc, j'ai pris, je crois que c'est la dernière vidéo. Hein, C'est le JR. Ouais. ouais. Ah bah, en plus, tu vois, je suis hyper d'actualité. Hein. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure. On peut voir. Hein, voilà, je vais rafraîchir. Comme ça, on aura bien effectivement la bonne heure. Et puis, c'est surtout que ça va. Je suis sûr que ça fonctionne. Donc, voilà, je l'ai fait il y a 2 heures. Hop là, pardon. Et du coup, bon, j'ai mis ça dans Vidéo Indexeur, donc c'est toujours accessible sous forme d'API. Donc on peut tout automatiser et en plus, à chaque fois, on a un portail qui permet de tester si ça marche. Et il me sort plein d'insights. Donc je vois que tu apparais sur toute la vidéo, ça me semble assez logique. Mais pas au début, là. Tu apparais à partir de 10 secondes. Hein. Normal, on est la petite fusée. Là. Tu as parlé de différents topics, de logiciels, de systèmes de gestion de bases de données, de marques, etc. Tu as eu des effets audio pour regarder ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des silences. Tu as utilisé certains mots-clés, comme le coût, le travail, et bien. Ah, tu vois, c'est marrant ça, parce que est-ce que c'est un tic de bien Sûrement. et de langage. On a des coachs qui arrivent, tu sais, avec PowerPoint, donc ça peut être très intéressant de voir si tu utilises souvent un tic de langage. Moi, j'en ai plein, et je veux pas les savoir maintenant, hein, plus tard. Voilà, vous avez des labels. On retrouve, donc, je sais pas, orange, jaune, tu as parlé de... je ne sais pas trop ce que ça correspond ici, les labels dans cette vidéo. Hein.
Il y a les entités nommées, donc tu as parlé, ou alors on avait sur une vidéo, on peut regarder hein, d'ailleurs. Ici, alors pourquoi il nous dit qu'il y avait Northern Europe? Parce qu'il devait y avoir dans les zones de dispo, je crois qu'il y avait la région North Europe qui était dispo, je crois. D'accord. Quelque chose comme ça. Tu as dû le préciser alors oralement. Voilà, ça apparaît, peu importe. Il y a ton nom qui apparaît quelque part, tu vois, Arnaud, sur la vidéo, forcément au début. Même pas, je crois que je suis à peu près anonyme. Il m'a reconnu. Ouais, c'est fort quand même, parce que je sais pas. C'est pas si anonyme que ça, t'as vu. Tu as parlé de Microsoft Teams dans une vidéo Azure, c'est bizarre. Tu as parlé de MySQL, ça c'est bien ça. Donc ici, ok, voilà, etc., etc. Ok, donc ça c'est top. Moi, ce qui m'intéressait, c'est évidemment le transcript. Donc tu as parlé en français, mais je peux te faire parler, enfin, en tout cas, on peut traduire automatiquement tout ça dans une autre langue. Donc ça, c'est à la volée. Hop, c'est en anglais. Tu n'avais pas mis de sous-titres forcément sur ta vidéo, mais du coup, on peut les générer. Donc si tu as besoin, alors c'est moins exceptionnel maintenant parce qu'il y a plein d'outils qui génèrent. Je vais arrêter la vidéo, qui génèrent parce que ça suit en fait le script. Hein, qui génère les transcripts, mais c'est ici je peux downloader les captions et je peux choisir dans quel format je les veux. Donc moi j'ai pris en format texte tout ton voilà. Donc ça c'est bien parce que du coup si j'attache un moteur de recherche derrière, je peux chercher dans tous tes articles, dans toutes tes vidéos, les moments où tu parles au Cosmos DB par exemple ou d'Azure Function. Et j'aurai toutes les vidéos qui me parlent de ce moment-là et je peux même savoir à quel moment tu parles de ces sujets-là. Moi j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est vrai que c'est- Je suis un vrai gamin hein, là-dessus, mais et donc, j'ai pris ce texte, voilà, je l'ai mis dans mon petit notepad, et ensuite, j'ai utilisé dans OpenAI, donc ChatGPT. Alors, avant de passer à cette démo, tac. Azure OpenAI, vous l'avez tous entendu parler de ChatGPT, mais pas forcément d'Azure OpenAI, qui se situe dans les Azure Cognitive Services ici. Et Azure OpenAI fait... enfin, OpenAI, d'abord, c'est une société à part entière. Hein. Alors, Microsoft a mis un peu d'argent dedans. On va pas forcément citer les montants, là, mais il y en a eu un peu au début, et un peu plus maintenant. En gros, il y avait quoi, 1 milliard au début, 10 milliards maintenant. Voilà. Et c'est un partenariat assez exclusif. Ça veut dire qu'OpenAI, ils ont leur baseline, ils ont leur raison de vivre et ils créent des modèles d'intelligence artificielle. Et nous, on a notre. Voilà, vous connaissez Microsoft, hein, nos petites startups sympathiques. OpenAI développe 3 types de modèles d'intelligence artificielle. Un qui comprend et qui génère du texte. Donc d'abord comprend des phrases et à l'issue de ça peut générer du texte. Un autre modèle qui comprend du texte et qui génère du code au sens informatique, hein, donc du code Java, C#, Python, je sais pas, Ruby, etc., JavaScript. Et puis DALL-E, l'artiste, qui lui, à partir du texte, génère une image. C'est les 3 types de... Alors, en dessous, il y a d'autres sous-modèles, hein, mais c'est les grandes catégories de ce que fait aujourd'hui OpenAI. On peut en rajouter une quatrième qui sont vraiment en early research, c'est mince, j'ai oublié son nom. C'est un speech to text, donc transformer de la voix en texte qui arrive. Et j'ai oublié son nom, mais je peux le retrouver tout à l'heure. Alors, OpenAI il génère ces modèles-là, et le partenariat que nous on a avec, il est triple. Je me souviens que surtout de 2 points, mais le premier, c'est que tous ces modèles, pour les créer et les mettre à disposition, c'est sur des infrastructures Azure. Ça, c'est le premier partenariat. Et le deuxième, c'est que nous, en tant que Microsoft, on a le droit de prendre ces modèles-là et de les héberger. Alors, certains modèles sont de toute façon open source, donc on peut les récupérer et finalement en faire, en fonction des règles d'open source, en faire bon usage. Mais là, nous, on prend les modèles qui sont générés par OpenAI et on les héberge chez nous. Ça veut dire qu'on les héberge dans un service qui s'appelle Azure OpenAI Service, qui est dans Azure, qui permet d'être déployé du coup, par exemple, en West Europe, ce que ne peut pas faire OpenAI. OpenAI, aujourd'hui, quand vous l'utilisez, ou ChatGPT, hein, c'est aux États-Unis. Donc, quand vous mettez toutes les données que vous lui donnez à ChatGPT, c'est aux États-Unis. Chez Microsoft, vous avez le choix de l'héberger ou aux États-Unis ou en Europe, West Europe, pour l'instant. Il y aura d'autres localités à plus tard, dans localisation. Et vous pouvez mettre un VNet, faire du airbag dessus. Donc on est vraiment sur un vrai modèle classique Azure, avec le SLA qui va bien, avec le groupe produit, hein, bien sûr, derrière. Et ce sont nos modèles, même si c'est viennent d'OpenAI, hein, c'est nos modèles qu'on va mettre dedans. Enfin, on les prend d'OpenAI, on les met dedans. Et on peut se donner la liberté de rajouter des modèles qui ne sont pas forcément sur OpenAI. Alors,
pourquoi pas? Mais vu le titre, ça devrait être que de l'OpenAI, hein, donc je pense qu'on créerait une librairie à côté. Mais c'est possible, comme on le fait avec Bing par exemple, le nouveau Bing, et la partie chat, je vous ferai une démo aussi, qui s'appelle Prometheus. Donc c'est un chat GPT, si vous voulez, like, mais c'est un truc à notre sauce, qu'on a pris, on a rajouté des choses dedans. Donc ça, c'est important, hein, surtout que c'est hébergé du coup en Europe. Et donc vos données restent vos données. Vous pouvez même venir avec vos clés de cryptage si vous voulez crypter l'info. Donc OpenAI, la capacité, c'est tout ce qu'il y a à l'écran. Hein, donc gros, retenez une truc, c'est je comprends du texte. Ça, c'est déjà très fort. Et ensuite, je génère du texte. C'est aussi fort. C'est ce qui fait un peu l'effet waouh. Moi, ce qui me fait plus l'effet waouh, c'est qu'il comprend ce qu'on lui demande. C'est surtout ça. Enfin, ça paraît bête, mais c'est hallucinant la manière dont il arrive à comprendre sans entraînement particulier. Après qu'il arrive à générer du texte, ouais, c'est bien. Franchement, oui, ok. Mais le texte n'est pas toujours vrai au sens, est-ce que la donnée est vérifiée sur Internet, est vérifiée au prix de source fiable? Non. OpenAI va générer du texte crédible dans une phrase, c'est-à-dire bien formulé grammaticalement. C'est pas toujours vrai. Et il est même capable d'inventer des choses. Si je lui demande je sais pas moi, je lui demande un rapport financier sur les 5 dernières années du telle ou telle boîte, si je lui donne pas de contexte, il va m'inventer les chiffres. Et si je lui demande les sources de ces chiffres, il va inventer la source. Donc attention à ça. Pour éviter ce biais-là, il faut lui donner le contexte avant. Sinon, vous avez des trucs un peu improvisés. Moi, je lui demande de faire de l'impro pour un spectacle. Donc voilà, il sait improviser. Je vais lui donner 10 mots au hasard, il improvise. Mais que ce soit des 10 mots comme banane, flamenco ou autre, où il fait une impro, où vous lui dites tu m'improvises sur le résultat financier des 5 dernières années de Microsoft, par exemple, ça sera de l'impro. D'accord, les données ne seront pas vraiment vérifiées. Je mets un petit bémol, hein, c'est vraiment caricatural ce que je dis, parce que ça a été entraîné jusqu'en 2021 si on parle de chat GPT. Donc il pourrait y avoir des données justes, hein, mais ne mettez pas trop de crédit là-dessus. Donc comprendre et générer du texte, c'est déjà beaucoup. Et avec ce comprendre et générer du texte, on est capable de créer du contenu. Moi, je crée des mails de remerciements, créer des titres, créer des agendas, créer des réponses en fonction ici d'un call center. Donc, on lui donne bien le contexte avant, on lui demande de créer une réponse. Je vous fais quelques démos. Créer des résumés, je vous ferai quelques démos. Créer du code, je vous fais quelques démos. Et comprendre du texte et pourquoi pas rechercher des similarités dans les noms, enfin dans le texte, répondre à des questions qui seraient des questions d'un texte que vous lui donnez, etc., etc. Alors, je laisse, vous voyez que c'est plutôt des slide corps, ça. Je vous laisserai, il y a quelques exemples spécifiques, quelques use cases, mais qui sont vraiment des idées très génériques, hein, classifier, faire une analyse de sentiments pour savoir si c'est positif ou négatif, extraire des entités, c'est très généralisé. Si vous voulez un scénario pour les assureurs, un scénario pour la santé, un scénario pour le retail, il faudra qu'on réfléchisse un peu plus. C'est une partie de mon job, hein, pour créer des use cases, des cas d'usage typiquement métier, ce qu'on fait habituellement. Donc un cas d'usage technique, c'est de prendre par exemple des factures ou des bilans, je sais pas moi, des bilans d'amiante à l'époque, par exemple, avec Form Recognizer pour récupérer tout le texte qu'il y a dedans, utiliser Azure Cognitive Search pour faire de la recherche, déjà utiliser les tags automatiques pour affiner les recherches, etc. Et ensuite demander à OpenAI de faire un résumé de l'ensemble de ces documents-là. Donc si c'est comme je disais, des rapports d'amiante, c'est hyper long, hein. Des fois c'est 10 pages, mais ça peut être 200. Donc on peut demander à OpenAI de faire un résumé, d'extraire les adresses, d'extraire les mots-clés, d'extraire les alertes, enfin d'extraire un certain nombre de choses pour faire de la classification beaucoup plus poussée qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire avec nos services habituels. Et ensuite, l'afficher dans une application web ou un dashboard. Un autre exemple, le fameux call center, on récupère l'audio, on le donne à speech to text, voilà. Speech to text le transforme donc en texte, on le donne à OpenAI pour faire sentiment, extraction d'entité, résumé, etc., etc. C'est les vrais cas, hein, d'ailleurs, qu'on a en ce moment même avec certains clients. Et après, vous lui donnez soit en dashboard, soit dans votre CRM pour des actions, demander au commercial de rappeler le client ou de lui proposer tout simplement des actions automatiques, voire même, pourquoi pas, de composer le mail pour vous. En parlant d'OpenAI, c'est ce que fait Viva Sales depuis peu, c'est-à-dire qu'il est capable de détecter des opportunités, de créer des mails pour le client, de créer des alertes
de créer des milestones dans les opportunités, etc. Un autre exemple d'intégration chez Microsoft, c'est dans Power BI. Vous pouvez utiliser du langage naturel, même si moi je trouve que c'est pas tout à fait comme ça que je parle, mais en tout cas pour générer du DAX, donc la fameuse langage de formule, hein, de requête. Donc vous le faites en langage naturel pour Power BI. On peut faire la même chose dans Power Apps pour créer des formules. Donc on lui demande ce qu'on veut globalement. Bon, il y a mieux en langage naturel que ça, hein. Mais voilà, on lui demande un certain nombre de choses. Là, c'est les idées, et puis il va me créer la formule qui va bien. Dans les IA génératives, donc ça c'est quelques gifs, mais il y a des trucs plus sympas. Vous prenez une photo de votre dashboard, enfin de votre whiteboard, pardon, où vous avez dessiné un écran, vous le donnez à Power Apps et il est capable de générer l'écran. Vous, dans Power Automate qui fait la partie workflow, plutôt que de dire je veux faire tel déclencheur, ensuite je fais telle action, puis telle action, puis telle action, vous décrivez en langage naturel ce que vous voulez faire et ça crée le workflow pour vous, etc. Et ça veut dire que c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Avant, quand on fait une recherche sur un moteur de recherche ou quand on tape des mots-clés et puis on lui dit débrouille-toi. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire formuler des phrases pour lui demander exactement ce que vous voulez. Alors, je vais faire quelques démonstrations. Je vais m'arrêter là dans les slides. Je vais faire une première démo avec ChatGPT. Et on peut lui demander ce qu'on veut. Okay, vraiment, ce qu'on veut. Alors, je ne veux pas faire énormément de démos là-dessus, puisque vous connaissez certainement, vous y avez accès, c'est gratuit. C'est un peu lent quand on a la version gratuite. Il y a une version pro qui est, enfin plus, pardon, pas pro, plus qui est à $20, je crois, par mois. Voilà, et qui vous permet d'éviter les latences ou autres. Mais je ne vais pas taper du texte simplement, mais par exemple, je vais demander ici de générer un mail de remerciement. Donc, je l'ai écrit en français et il m'a créé un mail de remerciement. Voilà, bon, sans contexte, hein, là, je ne vais pas donner de contexte et il est capable de le faire. Je vais demander, par contre, tiens, je vais poser une question, j'ai une Clio, que je dois gonfler les pneus, comment je fais? Donc, sans contexte. C'est là que, attention, peut-être que c'est faux. Si même je lui demande de citer les sources, il va me répondre un peu n'importe quoi. Il est capable de répondre n'importe quoi, d'inventer les sources. Donc, c'est à vérifier parce que je ne lui ai pas donné de contexte. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose où on donne le contexte avant, on lui demande d'extraire de ce contexte-là une information. Donc, on pose des questions sur ce contexte. Voilà, mais on peut faire plein de trucs. Moi, je me suis amusé à lui demander ici si ça marche. Ouais. Donc l'interface est plutôt bien faite. Je lui dis, voilà, j'ai pris un fichier Excel où j'avais ça, un tableau dans ce fichier Excel, avec un CA et puis différents mois. Et je lui ai demandé des fois, je lui parle en français, des fois en anglais. Bref. D'abord, je lui demande de se comporter comme un développeur, de répondre comme un développeur. Parce que c'est la première étape. Il faut lui dire comment il doit répondre, comme un fiscaliste, comme un financier, comme un marketeur, comme un développeur, comme je sais pas moi, un réalisateur, un scénariste, enfin peu importe. Vous lui donnez un rôle. Et ensuite, vous lui donnez le contexte. Et ensuite que vous avez le contexte, vous lui donnez, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais vous lui donnez ce que vous voulez, donc la question. Donc là, je lui dis, génère-moi du code HTML pour créer un graphe en barre en utilisant une librairie que j'aime bien qui s'appelle chart.js et il me génère le code qui est là. Okay. Si je prends ce code-là, je copie. Si je prends mon petit notepad, je vous le fais même sans éditeur de texte. Voilà, j'enregistre ça. Je vais le mettre en temporaire. Regardez pas forcément les images, je fais quelques blagues à mes collègues. Donc, On se cache les yeux. il s'appelle Renaud, alors bon, forcément. Je l'ai appelé comme un graphe. Hop, voilà. Donc, si je l'ouvre dans mon navigateur préféré. Ah, t'as pas de chance, c'est tombé sur Edge. Voilà, j'ai mon petit graphique, comme c'est Chart, il est responsive, et j'ai mon petit graphe avec les effets qui vont bien. Ça, rien ne m'empêche de l'automatiser. J'ai pas encore eu le temps, hein, je suis désolé, c'est à faire dans ma to-do. Et ChatGPT ne le fera pas pour moi, hein, c'est à moi de le faire. Mais l'idée, c'est que je le mets dans mon JavaScript, j'appelle le service et je récupère le graphe. Donc en gros, dès que quelqu'un va faire une mise à jour du fichier Excel dans mon OneDrive, ça fait le graphe. Et là, tout le monde, quand je monte ça, mes collègues me font ouais, mais on fait des graphiques dans Excel. Je sais, mais un, on fait pas des graphiques web, et deux, ça m'éclate de faire ça. Et puis après, la deuxième, c'est oui, mais nous, on vend Power BI. Ouais, je sais, mais là, c'est gratuit ce que je fais.
Bref. C'est drôle, mais moi j'aime bien Charge.js, on fait des graphiques sympas, simplement. Et là, j'ai rien fait, hein, vous l'avez vu, je l'ai fait en live, un copier-coller. Le problème, c'est que ChatGPT, il n'est pas disponible par API aujourd'hui. Je ne peux pas y accéder, donc je fais un copier-coller comme ça, mais si je veux automatiser tout ce que je viens de faire, j'ai du mal. D'où Azure OpenAI. Donc on va faire la même chose ici dans Azure OpenAI, c'est-à-dire que je vais prendre ce bout de texte-là. Donc quand je vais en fait sur Azure, je crée mon service. Et quand je crée mon service, dès que j'arriverai à... J'ai un petit bug sur Windows, voilà. Dès que je suis sur mon service, donc je crée mon service, hein, comme n'importe quel service dans Azure, avec l'authentification qui va bien, donc j'utilise des clés ici, et je peux utiliser un playground, en fait, hein, un studio, qui s'appelle Playground, mais c'est un studio, qui me permet de faire mes petits tests. Alors, j'ai déjà déployé 2 modèles. Donc, DaVinci 002, c'est GPT 3.5 et le 03, c'est GPT 3.51. Ce n'est pas ChatGPT, hein, qui utilise encore un autre modèle. Mais ils sont pas mal, ces modèles-là. Donc, si je fais ça, je fais générer. Alors, attendez, je vais juste lui demander de générer un peu plus de contenu. Voilà, j'ai le texte, OK, qui apparaît. Enfin, c'est le même code, globalement. Je serais obligé de me faire confiance parce que je ne vais pas le reprendre pour copier-coller. Mais bon, on n'est pas dans la même interface super friendly. Je n'ai pas le bouton copier, hein, donc je prends tout ce qui est en vert, je fais copier-coller, etc. Mais ça, c'est juste l'API. Si je veux voir comment je code ça, je peux regarder comment je code ça en Python ou en JSON ou en curl. Donc si je fais en curl, au moins j'ai comment j'appelle l'API, les entêtes qu'il faut passer. Ah, il a la décence de ne pas mettre ma clé, c'est bien. Et puis le prompt que j'envoie et je récupère ensuite ça c'est le prompt, voilà. Et je récupère le résultat après en format JSON que je formate. Okay, donc c'est assez simple d'industrialiser mon idée ici. Et ça fonctionne de la même manière que ChatGPT. Si je lui dis, je ne sais plus ce que je lui avais posé comme question, mais je ne sais pas moi, donne-moi le rapport financier des 3 dernières années de Microsoft. Donc aucune indication, rien. Il va essayer de construire une phrase qui a du sens. Par contre, pour Microsoft, je crois qu'il ne prend pas trop de risques en fait. En gros, débrouille-toi. Bon, je pense, j'aurais bien voulu ça sous forme de tableau. Alors, je peux lui demander de régénérer hein, si je ne suis pas content. Hein. Voilà. Ah ben voilà. Ok. Alors là, il me donne une autre résultat qui est voilà pour cette année-là, tu trouveras ça. Alors on peut prendre hein, le rapport. Hein, je suis pas sûr. C'est bien. Pardon. Il a mis une page ASPX quand même. Il s'est dit c'est du Microsoft, ça doit être une page ASPX qui n'existe pas. D'accord. Je n'avais jamais fait gaffe. Je trouve ça drôle. Sauf qu'on a tout sauf les 3 dernières années, quoi. Et on n'a pas les 3 dernières années. Si, bien sûr que si. Le modèle qui est là, merci pour la précision, s'arrête en 2021. Donc bon, on chipote un peu, mais on aurait dû avoir 2020, 2019, 2018. Mais voilà, c'est très, très intéressant. Mais si je veux le rapport financier de quelque chose, je vais lui donner un contexte. Alors, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, ici, c'est un avis d'un hôtel en Polynésie française qui s'appelle enfin sur une île qui s'appelle Tara. Et donc là, j'ai le contexte, d'accord, qui est l'avis. Et là, je peux commencer à poser des questions sur le contexte. Et là, on aura une question précise sur le contexte, et pas un truc qui va aller chercher un peu à droite et à gauche. Donc si je lui demande... alors, j'ai vu quelques phrases là, je vais juste le prendre ça. Si je lui demande par exemple, donne-moi le sentiment global. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Si, ça y est. Qui me dit que l'avis de ci-dessus exprime un sentiment global d'admiration et de satisfaction. Bon, il est dithyrambique, effectivement, l'avis. Donc, on peut vraiment lui demander des trucs. Maintenant, si je lui dis un truc un peu plus, un prompt un peu plus costaud, je veux qu'il structure sa réponse en format JSON avec le sentiment en attribut et les opinions, classer les sentiments positifs, négatifs ou neutres. Donc cette fois-ci, c'est moi qui lui donne des ordres et je lui dis comment il doit se comporter. Donc plus vous êtes précis dans votre prompt, plus vous avez de résultats. Donc le sentiment, il est positif, il n'est pas, je ne sais plus quel mot il utilisait avant.
C'est ou positif ou négatif ou neutre que je veux. Et les opinions, c'est sur quoi? C'est un emplacement exceptionnel. L'architecture est remarquable. Bon, là, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, il est dithyrambique. Donc ça marche. Donc là, on peut avoir vraiment. Alors ça marche aussi sur des avis négatifs. Prenons le même hôtel avec un avis négatif. Alors j'avais déjà fait le truc tout à l'heure. Donc cette fois-ci, l'avis, il est négatif, en fonction de ce que je lui demande. Et les opinions, c'est pas de respect des clients, lagon, dégoûtant, etc. C'était en 2013, j'ai regardé, ou 2007, le truc. Euh, Donc on peut lui demander ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut, en fonction du contexte qu'on lui donne. Par exemple, la vidéo de tout à l'heure d'Arnaud, où j'ai pris tout le transcript brut comme ça, et j'arrive, vous voyez en bas, à 2803, vous voyez ici, 2803 tokens. C'est à peu près 2500 mots. Et je serai limité à un moment donné, j'ai coupé déjà, en tout à peu près à 4000 tokens. C'est-à-dire le prompt et la réponse complète, ça doit faire 4000 tokens à peu près. Et je suis limité à ça. Donc la méthode de donner le contexte en amont, elle est limitée par la taille du contexte. Donc il vaut mieux découper en plusieurs morceaux. Et là, je peux poser des questions. Y a-t-il une annonce dans l'événement? Alors, je pense que j'ai enlevé l'élément où il y avait une annonce. Donc, si je vais le reprendre ici. Tu faisais une annonce, je crois. En plus, j'ai mal écrit. Et comme j'ai pas envie de tout relire, voilà. Il me dit que Microsoft propose une Azure Open Source DED qui aura lieu le mardi 17 mars 2023 à 18h heure française. La transcription de texte n'a pas très bien marché de temps en temps. Bon, déjà, Azure, il m'écrit comme si on était sur la côte. Et je crois que tu parlais d'open Open source. source day. Day. Ah bah voilà, day. Donc, comme c'est un mot du franglais, et là, il a eu mal à le mettre. Tu vois, il a mis open source dead. Et ça, c'est le transcript de voix en texte qui a fait ça. On peut le régler, c'est-à-dire que je peux lui donner un dictionnaire. Je peux même lui donner un échantillon. Par exemple, je peux lui donner plusieurs fois, plusieurs vidéos, enfin plusieurs transcripts corrects de tes vidéos, lui donner ça en amont pour lui apprendre que ton vocabulaire à toi, c'est du franglais, et donc ça doit bien marcher. Et que tu es capable de dire day pour les jours, etc. Et après, on aura un transcript plus fin que ce que j'ai là. Bon, ce qu'il faut dans OpenAI, c'est qu'on peut donc poser des questions. Donc, il m'a bien dit qu'il y avait un événement. Et là, l'autre question que je voulais poser, alors tiens, on peut lui demander de faire un résumé. Résume-moi le texte ci-dessus. Alors, je serai limité en nombre de tokens, donc on va voir. Yes. Voilà, donc il me fait un résumé de tout ce que tu as raconté. Donc, c'est ce que j'ai gardé en tout cas du transcript. Voilà, si tu veux vérifier si c'est un bon résumé, hein. Je pense qu'il y a aussi quelques erreurs de l'hyperscale. Je pense que c'est l'hyperscale qu'il a bien compris à un moment donné. Ouais, c'est ça. L'option VBS pour virtualisation base security, pour always. Ah, c'est marrant, des fois, il comprend très bien le franglais, hein. Voilà, il y a un connecteur Power Platform pour Digital Twins, ou je pense que c'est plutôt l'inverse, etc. Et puis, on peut lui poser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que Microsoft, c'est de quel service Azure tu as parlé dans cette vidéo. Je te traque, tu as vu? Généré, et tu as parlé de ces services Azure. C'est pas mal. C'est quand même plutôt pas mal, ouais. Azure Power Platform, pas sûr que ça existe. De cette, je Ouais, sais non, pas si effectivement. ça. Voilà, donc il y a effectivement du bruit. J'ai pas là, je vais pas demander le niveau de confiance. Il faudrait que je lui demande. Si je veux le structurer, le donner, je lui demande comment il doit le structurer, etc. Donc c'est à vous de faire les bons prompts, le bon contexte. Et vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'utilise beaucoup pour avoir des données structurées après. Donc je veux que son retour de l'API, ce soit du JSON qui contient des intentions et des entités d'intention pour pouvoir ensuite faire une action précise. Quand on fait un chatbot, par exemple, habituellement, on veut savoir quelle est l'intention de l'utilisateur quand il pose une question, et en fonction de l'intention, on va lui proposer des réponses ou une autre. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Je veux connaître l'intention. En fonction de l'intention, je peux dire je fais l'action 1, l'action 2, l'action 3, etc. Par contre, je vais utiliser OpenAI pour générer la réponse. Je peux faire des choses métiers derrière parce que je sais exactement, je suis dans la certitude, parce que l'intention, elle est plus fiable, si vous voulez, que cette liste, hein. Et j'ai le niveau d'intention, au niveau de confiance de l'intention. Par contre, la réponse que je peux faire à l'utilisateur, je lui donne un peu de contexte. Je lui fais une réponse comme si tu étais son ami, son pote, et fais une réponse fun, et il fera une réponse fun. Oh, bon, attention à ça, mais voilà. Il ne donnera jamais
les mêmes réponses 2 fois de suite, sauf si vous jouez sur les paramètres qui sont là, parce que là, vous pouvez le faire, ce que vous ne pouvez pas faire avec ChatGPT, c'est jouer sur les paramètres. Si vous jouez sur ce paramètre température, vous êtes sûr de qu'il fasse, si vous mettez à 0, il fera toujours la même réponse. Que vous lancez une fois ou 50 fois, c'est toujours la même réponse. Sur 1, c'est le max, donc il y a plus de probabilité que la réponse soit différente. Et ça, on peut le faire sur même la présence de certains mots. Je veux que les mots ne se répètent pas jamais. Alors là, c'est un truc bizarre, hein. Essayer de faire une phrase où les mots ne se répètent pas, ça risque d'être challenging pour lui, hein. Donc attention quand vous jouez sur ce type de paramètres-là, mais on peut le faire. Et vous pouvez donner, parce que vous n'avez pas demandé à l'utilisateur de rentrer ça, bien sûr, vous pouvez donner ce texte-là avant l'envoi à OpenAI, enfin à GPT-3 ici, et la réponse après la réponse de GPT-3. Ça, vous pouvez jouer sur le avant, après, et les différents paramètres, ce qu'on ne peut toujours pas faire avec ChatGPT. Donc ChatGPT n'est pas disponible pour l'entreprise directement comme ça. C'est à vous de créer, si vous voulez, pour votre entreprise, votre propre ChatGPT, et vous le faites. Vous pouvez le faire avec Azure OpenAI ou même OpenAI, hein, mais pour info, on est un chouïa moins cher sur certains modèles que OpenAI. C'est assez drôle aussi. Voilà, alors ça c'est rapide, très rapide, je le conçois. Je vous montre juste comment nous on l'a intégré sur alors on l'a intégré sur Copilot par exemple. Donc c'est transformer donc pour les développeurs, hein, transformer du texte en code. Alors je vais prendre un exemple de bout en bout. Je fais encore 3 démos, hein. Le premier exemple, c'est que je voulais créer un algorithme qui me permet de savoir, quand je lui donne 2 noms, si les 2 noms sont relativement similaires ou non. Donc je lui demande, tu réponds comme un développeur. Donc là, je l'ai fait avec ChatGPT juste pour voir ce qu'il donne, hein. J'aimerais un code algo pour savoir si 2 noms sont similaires, et puis il me donne différentes approches. Je dis super, je vais essayer de le faire. La première approche, c'est l'algorithme de Levenstein, hein. Je vous passe toutes les approches. Je dis tiens, c'est super, parce que j'ai pris la plus simple. Je vais essayer la première approche en C# avec une librairie .NET. J'espère qu'il y en a. Il me dit très bien, blablabla, je t'ai fait la librairie .NET. Okay, donc, enfin, le code qui va bien. Donc ça marche super bien avec ChatGPT, ça marche aussi bien avec Azure OpenAI. La seule chose, c'est que quand vous créez en fait dans Azure OpenAI un modèle, vous dites quel type de modèle. Vous savez qu'il y a donc GPT pour comprendre du texte et générer du texte, Codex pour comprendre du texte et générer du code, et DALL-E pour comprendre du texte et générer une image. Et puis après, il y a des trucs un peu plus subtils. Donc pour la partie code, je devrais déployer un modèle existant pour la partie code. Donc ce que j'ai pas fait, donc je vais utiliser DaVinci ici, mais pour Codex, je pourrais utiliser ces librairies-là, qui sont ou Code DaVinci 2. Il n'y a pas le DaVinci 3 pour l'instant, mais c'est le 3.5, hein. Donc lui, il est spécialisé dans la génération de code. Donc je n'en ai pas encore déployé ces modèles-là. Donc je peux faire la même chose avec Azure OpenAI. Bon, moi, le ChatGPT m'a fait, ça fonctionne bien. Donc si je peux prendre ce code, hein, directement, mais je voulais vous montrer qu'on l'a intégré dans Visual Studio, VS Code et Visual Studio. Donc si je vais dans VS Code et je lui demande de créer une fonction, tiens, on va le faire autrement. Hop, on va tout enlever. Voilà. Je vais partir de 0. Donc je lui dis, maintenant je sais ce que je veux faire, c'est-à-dire que je veux connaître une similarité entre 2 noms, je sais que je vais utiliser Levenstein, une librairie qu'il m'a donnée, je peux faire ça. Voilà. Et là, ça génère le code. C'est pas moi qui le fais. Vous verrez en bas à droite, il y a un petit trou qui tourne avec un petit robot. Il utilise la librairie Levenstein. Elle tourne et il me génère le code. Okay, et globalement, c'est un code de test, hein. Donc si je donne test, est-ce que ces 2 noms sont similaires ou pas? Bon, à voir. Donc ça, c'est Copilot qui fait ça. Il est capable de faire plein d'autres trucs parce que si je sélectionne le texte qui est là, je l'ai écrit en C#. Alors, bienvenue pour les gens qui ne sont pas techniques, hein. Et je peux lui demander de m'expliquer le code. Donc ça, c'est Copilot Lab. Ah, évidemment. Effet démo. Voilà. Ah. Pourquoi tu veux pas m'expliquer le code aujourd'hui? Oh. Ouais, il suffit de sélectionner le bon code et il m'explique le code en anglais. Voilà. Premier choix, déclare, etc. Donc c'est très didactique, hein, très. Je l'ai écrit en C#. Si je veux donner ce bout de code-là à quelqu'un d'autre dans un autre type de langage, COBOL par exemple. Quel exemple bizarre. F#, JavaScript, Python, et ainsi de suite. Donc si je veux le faire en Python, voilà, j'ai le code en Python. Ok. Si je veux le faire en JavaScript, j'ai le code JavaScript. Une fois qu'on a du Python ou du JavaScript,
il y a une fonctionnalité supplémentaire qui est la documentation. C'est-à-dire qu'il est capable de créer la documentation de ce code-là. Voilà, pour moi, c'est un petit bug. Il répète la méthode là, mais en tout cas, il a fait le commentaire de la méthode. Voilà, si vous avez oublié de commenter des méthodes, vous pouvez le faire. Ça va venir sur d'autres langages, évidemment. Donc ça va aussi dans l'autre sens. Autre démonstration, donc on l'intègre. Les choses que je peux vous montrer, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore. Il ne faut pas croire qu'on cache des choses, hein, c'est juste que je ne l'ai pas encore. C'est dans Bing. Donc si vous l'avez peut-être déjà, donc moi je suis connecté avec mon compte Microsoft, donc j'ai le nouveau Bing qui a été annoncé, je ne sais plus, il y a 2 semaines maintenant. Et dans ce nouveau Bing, on a l'onglet chat là-haut. Voilà. Donc voilà. Cet onglet chat me permet d'utiliser un peu la même chose que ChatGPT, mais connecté à Internet. Donc si je lui demande, donne-moi les... Voilà. Bon, déjà, il me propose des... mais c'est en anglais, 3 financiers de Microsoft. Voilà. Hop. Cette fois-ci, même si j'ai fait des erreurs, on va voir, ce qu'il a compris. Donc, il va faire plusieurs recherches en parallèle. Là, il n'en fait qu'une a priori. Il est capable d'en faire plusieurs et il génère une réponse. Il s'appelle Bing, toujours. Hein. Voici les 3 derniers. Et j'ai les 3 derniers résultats. Donc, 2021, 2020. On est d'accord, il manquerait... Ah, c'est par trimestre. Hein. On les a... Oui, donc, je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas les... Ah, les 3 derniers. J'ai pas mis les 3 dernières années. Bon, peu importe. Je pense qu'il faut l'affiner. Mais surtout, ici, vous avez les sources. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il me donne ensuite des autres questions que je pourrais poser. Ça, vous pouvez le faire aussi en OpenAI. Si vous juste rajoutez et donne-moi la question que l'utilisateur pourrait poser, et il vous propose des suggestions de réponses, enfin de nouvelles questions. Hein. Donc évidemment, ça, on peut aussi le faire. Mais là, voilà, la différence avec ChatGPT, c'est qu'il est connecté à Internet et que ça fonctionne de cette manière-là. J'avoue que je l'utilise quasi tous les jours maintenant. Alors moi, je suis un utilisateur de Bing au départ, hein, depuis tout le temps. Donc j'ai plein de collègues, et la majorité qui utilisent Google, donc ils me disent Bing, ça ne marche pas. Petit rappel, c'est normal que chez moi, Google, ça ne fonctionne pas, et chez eux, Bing, ça ne fonctionne pas. C'est que je l'utilise tellement, Bing, c'est mon moteur de recherche. Il y a un algorithme par renforcement derrière. Donc quand vous faites une recherche dans Bing ou dans Google, en fait, vous avez, si je fais une recherche sur Microsoft Designer, si je fais une recherche là-dessus, j'ai un certain nombre de résultats qui apparaissent. Si je clique sur un résultat, l'algorithme par renforcement derrière va gagner des points. Et donc, il va, au fil du temps, savoir quel type d'infos je recherche et comment j'utilise le moteur de recherche. Et comme j'utilise tout le temps Bing, du coup, j'ai toujours les résultats, je les trouve tout le temps, hein, je trouve toujours ce que je cherche. Si je vais sur Google, vu que je ne l'utilise pas, j'ai du mal à trouver mes petits. Et mes collègues, évidemment, c'est l'inverse. Et pour vous, certainement, c'est le cas aussi. Mais c'est parce qu'il y a un algorithme par renforcement derrière. Si vous vous forcez pendant X mois à utiliser Bing avec un compte, hein, bien sûr, hein, à un moment donné, vous commencerez à... Moi, ça fait des années, donc ça marche bien. Peut-être qu'il faut des années pour que ça marche, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est juste petite aparté, mais c'est important de comprendre que c'est pas les moteurs de recherche qui sont mauvais, c'est que les algorithmes ont besoin de temps. Par renforcement, ont besoin de temps pour comprendre votre comportement. Voilà, et donc là, j'ai bien le chat qui apparaît avant le work et je peux commencer à discuter sur le résultat de recherche que j'ai fait. Alors, c'est pas de la recherche, c'est de la réponse. C'est comme ça qu'on nous l'a dit, ça me fait rire. Parce que pour moi, quand je cherchais des réponses, mais là, l'inverse, c'est que voilà, ça donne vraiment, ça va aller chercher de l'information à droite et à gauche en fonction de ce qu'on lui demande et nous synthétiser une réponse à la volée, avec tout ce que ça peut engendrer comme biais. Donc, encore une fois, attention à ce qu'il retourne et les biais qu'il peut avoir. On a pas mal de retours en ce moment, donc il y a pas mal de filtres qui sont en train d'être mis en place, côté OpenAI même, ou chez nous. Et c'est pas ChatGPT qui est derrière, donc si vous lisez Bing utilise ChatGPT ou est concurrent à ChatGPT, c'est pas tout à fait vrai. Bing utilise une nouvelle mouture de ChatGPT, si vous voulez, donc c'est la base qu'on a repris, et puis on a modifié, je ne vais pas dire amélioré, hein, mais modifié pour l'optimisation d'accès à Internet, c'est-à-dire l'optimisation de recherche. Et chez nous, ça s'appelle Prometheus pour l'instant en termes de nom de code. Je ne sais pas si ça va changer. Voilà, donc sur comment s'appelle Bing. Et puis le dernier, c'est Designer, puisque vous connaissez peut-être DALL-E.
Alors, DALL-E, ça permet de créer des images. Je ne sais pas si j'avais un DALL-E quelque part dans mes... Ici, voilà. Donc, si... alors là, ça fait j'arrive pas... Je ne sais pas si, pour ceux qui utilisent DALL-E, je ne sais pas si vous arrivez à vous connecter en ce moment, mais... Voilà, ça fait ça. Bon, enfin, en gros, DALL-E, c'est comme Midjourney et les autres. Vous donnez un prompt et ça vous crée une image. C'est limité en nombre d'accès. Je crois que c'est 50 prompts de crédit par la première fois. Et après, tous les mois, je crois que c'est 15 pour la version gratuite. Et du coup, si vous avez accès à Microsoft Designer, donc vous allez sur designer.microsoft.com et vous demandez l'accès avec votre compte live, vous pouvez utiliser DALL-E finalement gratuitement. Alors, Designer, ça permet de créer, c'est le concurrent de Canva, si vous voulez, ça permet de créer du contenu pour les réseaux sociaux, essentiellement, mais avec une fonctionnalité intéressante qui est générer des images que vous n'avez pas. Donc, si je tape une image, je ne sais pas moi, alors, bon, je vais voir s'il se débrouille comme ça, et puis prendre quelques suggestions. Voilà, donc il m'a fait une image, il faudrait que je sois plus précis, hein. On va dire que je prends celle-ci, qui me plaît, voilà. L'image donc est à personne, hein, puisque c'est pas une image c'est pas une photo, une vraie. Et je peux Et du coup choisir je peux te la poser une manière dont je veux le question? présenter. Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, vu qu'elle n'appartient à personne, mais qu'elle est quand même générée derrière par OpenAI ou même par la plateforme Azure, est-ce que tu as des notions de droit? C'est-à-dire, est-ce que si demain j'ai un blog, je me dis, tiens, je veux une photo un peu sympa, je vais sur Designer, je crée ma photo, est-ce que je peux la prendre librement, même à des fins commerciales? Est-ce qu'on regarde en fait plutôt la partie, bah, elle appartient à personne, donc oui, tu peux, ou est-ce qu'au contraire, oui, elle appartient à personne, mais elle a quand même été générée par quelque chose qui ne t'appartient pas? Je ne sais pas si je suis clair. C'est très clair. C'est très clair et c'est une vraie question. Aujourd'hui, j'ai pas forcément la réponse parce que je ne sais pas s'il y a un droit, tu sais, comme une licence type open source ou une licence MIT derrière ou des choses comme ça. Ouais. Je ne sais pas. Faudrait que j'ai demandé à la partie légale chez nous de nous donner un peu un pitch là-dessus, s'il y a quelque chose, hein, parce que c'est pas sûr. Peut-être qu'il y a un trou dans la raquette. Moi, ce que je fais habituellement, quand je génère quelque chose, que ce soit ChatGPT, OpenAI ou Midjourney ou DALL-E, je précise que c'est généré par. Pour l'instant, je fais ça comme ça. Voilà, se mange pas de pain. Je précise que voilà, photo D'accord. ou image générée par. En petit quelque part, tu vois, mais je nomme. Si j'écris un agenda, je dis c'est généré par ChatGPT entièrement ou co-généré par ChatGPT. Voilà, je le précise. Ça, je sais pas si ça. Au niveau législatif, si tu veux, c'est au niveau légal, c'est juste ou pas. Mais au moins pour l'instant, s'il y a un trou dans la raquette, je préfère le préciser parce que c'est un vrai problème de. Je prends sur le ChatGPT, par exemple, c'est le même problème que ce soit l'image, le texte, peu importe, hein. Ouais. Il y a des gens qui ont publié des livres sur Amazon en auto-édition aujourd'hui, qui est écrit par ChatGPT. Voilà. Ouais, alors c'est marrant, ils font Ah des oui. vidéos pour s'en targuer, tu vois. Ils disent, ah, moi je gagne maintenant, je sais pas combien de milliers d'euros avec un livre que ChatGPT a créé pour moi. Ouais, bon, bon, c'est pas dans mes valeurs, hein, mais voilà, c'est particulier. Il y a quelqu'un qui a fait, tu sais, des petits livres de coloriage. Il a demandé à Midjourney de lui créer tous les dessins pour le coloriage. Et il vend ça aujourd'hui sur Amazon. Pour moi, éthiquement, ça me pose un problème. Mais c'est, voilà, Ouais. chacun a sa perception de la chose. Mais je pense qu'il faut un cadre là-dessus. J'ai vu beaucoup d'articles tourner autour de ça. Je ne sais pas comment on peut gérer ça en termes de propriété intellectuelle, mais il va falloir quand même qu'il y ait une position. C'est un vrai débat, mais c'est comme la voiture autonome et la responsabilité d'un accident avec une voiture autonome ou tout IA qui générerait indirectement ou directement un accident, c'est la part de responsabilité. Donc c'est un peu le même, tu vois, un peu le même débat. Donc malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse à apporter là. Et dès que j'en ai, promis, je fais une vidéo là-dessus. Je le mettrai sur YouTube. Merci d'avance. Non, mais après, si, tu réponds quand même en partie. Et le côté co-généré avec ChatGPT coûte pas grand-chose, peut limiter les dégâts, et puis il faut rendre à César ce qui appartient à César d'un autre côté, quoi. Ouais, et puis c'est marrant. Enfin, pour l'instant, c'est fun, Oui, quoi. oui, oui, tout à fait. Et puis, ça permet aux gens d'y prendre des pincettes. Moi, j'explique toujours que c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est grammaticalement juste, la phrase elle est bien structurée, c'est sympa, mais si c'est par exemple des faits historiques ou des faits scientifiques, ce n'est pas forcément vrai ce qu'il publie. Donc c'est à nous de vérifier, humains, si ce qu'il a dit c'est juste ou pas. Moi je fais pareil avec Bing, hein. Jean m'a posé une question sur du SLA dans Azure.
J'ai demandé à Bing, tout simplement. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a du SLS sur le scale-up, scale-down des instances app service. Je savais que non, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Donc plutôt que d'aller fouiller, tu vois, dans les articles de SLS qu'on avait, je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Il m'a dit qu'il y en avait sur uniquement la dispo, ce qui est très bien. Et je suis quand même allé vérifier. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le contraire. Mais moi, je reste quand même assez prudent. Mais voilà, c'est le début. Et je Ouais. pense que ça va s'affiner avec le temps. N'oubliez pas qu'on est, nous, Microsoft, avec Bing, par exemple, et Prometheus, on a annoncé ça assez rapidement. Un jour après ou 2 jours après, Google a annoncé Bard. Bon, avec le petit flop que ça fait, c'est cool. Vous savez, le Bard, c'est celui qui n'a pas le droit de chanter dans Astérix Obélix. C'est ça qui est drôle. Bref. Ce qui est important là, c'est que Amazon va venir avec son propre modèle, Google va venir avec son modèle, Facebook. Et en fait, tout ça, ça va devenir la norme. OpenAI, ChatGPT, la manière dont on comprend le texte, la manière dont une machine comprend le texte et répond, ça va devenir une norme. Donc on a plutôt, nous, intérêt à rapidement s'habituer à utiliser ça et le tuner et comprendre pourquoi ça marche bien de temps en temps, pourquoi ça marche pas bien là, et de s'interroger. On est dans cette période où il faut être prudent et vraiment à chaque fois, tu vois, le challenger. Et, euh, et souvent, on me pose la question, oui, mais est-ce que ça va changer quelque chose pour les agences publicitaires, comme Google, Facebook ou autres? Oui, Facebook et Google vendent de la pub. Par exemple, Google vend de la pub en fonction de tes actions sur son moteur de recherche, ce que tu fais sur YouTube, ce que tu fais sur tout ce que tu utilises dans Alphabet. Mais quand tu utilises un moteur de recherche, tu mets juste des mots-clés. Alors là, quand tu utilises un OpenAI, un ChatGPT ou demain dans Bing, tu mets un prompt hyper précis en fait de ce que tu veux, de ce que tu recherches. Et ça, c'est de l'or en fait pour les plateformes qui ont besoin de comprendre ce que tu veux vraiment et te proposer la bonne pub. Tu vois. Donc c'est vraiment une mine d'or pour récupérer de l'information, puisqu'on n'arrête pas de dire que pour avoir un bon résultat, il faut être hyper précis. Et donc là, voilà, petit aparté, je pense, enfin, donc, qui pour moi est assez importante. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire, que j'ai piqué d'un ami que j'ai vu de Redo, si un jour il entend cette vidéo, il a dit l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme, mais l'homme avec l'IA remplacera l'homme. Et je trouve que c'est très intéressant comme approche. Donc, prudence, on y va, mais il faut vraiment y aller. Je vais vous donner un dernier exemple avec Teams Premium, que vous l'avez peut-être vu. Dans Teams, comme on fait la réunion là, on peut enregistrer la vidéo, on enregistre le transcript. Avec GPT qui sera intégré dans la partie Premium, il nous fera le compte-rendu de tout ce qu'on s'est dit là, la liste des questions. Si j'ai dit, je te réponds, je vérifie, je réponds, j'aurai dans mes to-do des actions à faire. Si je dis, je te fais une réponse la semaine prochaine, on aura peut-être une réunion dans nos agendas, si on est en interne en tout cas, avec un point pour faire le point la semaine prochaine. Si on parle de clients, il va ressortir des entités, il va peut-être créer des optis, s'il est connecté à une CRM, ça peut aller très loin. Donc ça va venir. Donc il faut peut-être rapidement s'y habituer. Voilà, merci. Et je réponds à vos questions. On a super débordé, je suis désolé. Pas de souci. Aucun souci. Écoute, c'était très intéressant, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que d'autres ont des questions? Non? Non. Non? Bon, bah écoute, ce que je vous propose, c'est de faire Ouais, le petit jeu. Oui, dis-moi. Il y avait la question d'Anthony qui était intéressante sur la question écologique en fait de ces chatbots et de leur consommation. C'est vrai que moi je le vois en tant qu'utilisateur un peu lambda sur ChatGPT, on fait joujou, on teste des trucs, on voit que des fois c'est lent. Mais c'est vrai que quel est le coût finalement de tous ces jeux, des millions d'utilisateurs qui jouent avec OpenAI, ChatGPT et tous leurs petits copains, quoi. Alors en fait, c'est pas le modèle d'inférence, c'est celui qui répond à vos questions, hein, celui qui est live, c'est pas celui qui va consommer le plus. Et il est sur, si tu veux, sur des architectures assez classiques où tu peux jouer sur tout ce qui est sustainability ou green software. Donc c'est un peu le même principe que si tu mettais une architecture un peu classique, hein. Donc c'est des API, c'est du front, du back, enfin voilà. Sauf que évidemment, pour couvrir un certain nombre de millions d'utilisateurs, tu imagines bien que ça scale, ça doit scaler. Là où c'est très gourmand, et on se pose la question, Anthony, hein, et merci de venir sur ce sujet, c'est sur l'entraînement.
Parce que l'entraînement, ça utilise des ressources énormes de GPU, de CPU, de GPU et d'autres types, peut-être l'ARM pour certains modèles. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais le GPU, c'est gourmand, énergivore. Et donc là, on a vraiment effectivement des questions à se poser sur l'empreinte carbone, essentiellement, hein, de ces modèles-là. C'est un sujet qu'on a soulevé en interne. Donc on a des V-teams chez nous en interne pour répondre. Et on n'a pas aujourd'hui d'indicateurs réels sur lesquels s'appuyer. On a des indicateurs sur le reste, tu vois, si tu fais un cluster AKS, tu prends la Green Software Foundation, on te donne des indicateurs pour calculer si tu veux, ton empreinte carbone. Et l'idée, c'est de faire diminuer ton empreinte carbone. On n'a pas encore ça, là. Mais c'est des choses qui sont On est au courant de ça, on le traite, et je ne sais pas quand ça va arriver. C'est les vraies questions. Mais c'est surtout sur l'entraînement, hein, pas sur enfin, l'inférence aussi, parce qu'il y a du monde, mais je vais aller jusque-là. Si on va jusqu'à l'environnement, c'est en gros à quoi ça sert. Si ça ne sert pas à l'environnement, on devrait l'enlever. Mais là, c'est plutôt cash, quoi. Mais du coup, on ne peut pas aller jusque-là. Par contre, ce qu'on aura, c'est qu'on aura un indicateur de base et on essaiera de faire diminuer cet indicateur de base comme vous le faites si vous faites du green software ou de l'architecture. Vous êtes obligé de partir sur un indicateur de base et d'essayer de le faire diminuer. Comme par exemple, tu postpones un traitement quand l'intensité carbone est la plus faible, plutôt que de le faire là, là maintenant, parce qu'il y a tout le monde de connecté, ou à 19h quand tout le monde lance ses machines à laver. Donc, voilà. On pourrait imaginer un truc green qui dit bah non, ChatGPT, pour l'instant, il répond pas parce que l'intensité carbone est trop forte, faudra attendre. Pourquoi pas? Ça serait très smart. Je suis pas pour un monde rapide, je suis pour un monde. Mais de rien, Anthony. Je suis plus pour moins mais mieux, comme dirait Marc et Muriel dans la conf. Moins mais mieux. Moins travailler mais mieux, c'est bien aussi. Je laisse poser des questions. Top. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions à la rigueur, le petit jeu. Bon, évidemment, toi, tu n'as pas le droit de jouer parce que tu dois en avoir partout, plein des tiroirs des livres. Hein, Fred? Je ne veux pas, promis. À la rigueur, tout à l'heure, Fred a évoqué le nom d'une IA qui permettait de générer un rôle de méchant. Est-ce que vous vous souvenez du nom? Alors, si vous pouvez le taper dans le chat, si ça vous... Bim. Et il a encore gagné celui-là, il n'est pas possible. Bien joué, Ludovic. Et puis, Do anything now, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, une deuxième, bon, très simple. Je joue très pas pour simple. la deuxième. Je joue pas pour la deuxième. Non, Si, bah non. On est d'accord. Mais parce que je le fais pour le livre parce que ça me plaît bien. Ça te plaît bien? Bon, Ouais, j'avais déjà, je te cache pas, j'avais déjà le t-shirt, j'aurais laissé la place aux autres. Mais le livre me tentait bien. Écoute, tu pourras garder et le t-shirt et le livre. J'espère. Merci. Ah bah oui, tout à fait. Et puis, allez, une super simple. Quel est le service qui permet de générer une image à partir d'un texte? Bim. Alors, attendez, parce que là, il y a du monde. Quel est le premier? Tac, tac, tac. Frédéric. Frédéric a gagné. Bon, bah voilà. Et c'est orthographié comme ça, effectivement. Ouais. Donc écoutez, merci à vous. Merci Fred pour cette présentation qui était super sympa. Donc elle sera évidemment dispo en replay pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister. Et puis aux autres, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et Frédéric, à la rigueur, si je peux juste te garder quelques secondes, je coupe l'enregistrement juste pour obtenir merci, pour obtenir ton adresse pour t'envoyer le livre. Donc. Frédéric, merci pour la presse.